Et donc, on m'a demandé de faire une petite évocation sur le futur ou l'avenir et de vous parler un petit peu des recherches en cours. Donc, si on pense sur le futur ou l'avenir, c'est toujours important d'écouter des gens plus intelligents que nous. Excusez-moi. Et un ancien président américain a dit qu'il aime plutôt rêver du futur que du passé. Et je pense que ça, c'est vrai. Il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses, comme Rumsfeld qui a dit ça ne m'intéresse pas parce que dans le passé, on n'était pas capable de prédire le futur. Ou il y a quand même George Bush qui a dit qu'il aime prévenir le futur. Et récemment, j'ai trouvé aussi un autre quote. Moi, je suis le futur, donc il n'y a pas besoin de prédire. Quelqu'un a des suggestions qui a dit ça? Bien sûr. Donc, je veux dire que je ne suis pas coupable pour des fausses prédictions dans cette présentation. Donc, quand on pense sur l'évolution génétique, quand Grégoire Mendel a trouvé les unités génétiques avec ses expériments avec les plantes de bois, on n'a jamais prévu que ça va prendre si beaucoup de temps pour trouver la base de cette unité, c'est l'ADN. Ça a pris presque 100 ans. Et ça a pris un autre 50 ans pour découvrir tout le code génétique humain. Et je pense que ça, c'est un peu le même dans le syndrome de Marfan. À la fin du 19e siècle, un pédiatre parisien a décrit pour la première fois une fille qui peut-être n'a pas le Marfan, mais ça a pris quelques temps pour que la maladie serait reconnue dans le monde médical, et je pense que c'est important que Victor McKusick a commencé à classifier toutes les maladies comme le Marfan et les autres maladies apparentées dans le monde des tissus conjonctifs. Et comme déjà dit dans les autres présentations, ça a pris presque 100 ans pour découvrir le gène, le fibrilline 1, par le team de Baltimore. Donc vous pouvez voir Maltitz avec Claire Franco-Mano et Eric Peiritz. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, il y a beaucoup de challenges pour Marfan. On connaît le gène et avec les techniques d'aujourd'hui, on peut identifier la mutation en plus de 90% des patients. Mais si on est honnête, ce n'est pas facile pour prédire le futur à base de cette mutation. Et donc, on manque des modèles pour prédire, par exemple, le risque précis pour une dissection de l'aorte. Et aussi, on a fait des progrès dans le traitement, mais on ne peut pas arrêter la croissance de l'aorte. Donc, je veux bien faire quelques prédictions quand on fête 30 ans, et je dois dire que ce sont plutôt des rêves que des prédictions. Mais je prédis qu'à ce moment-ci, grâce à l'évolution génétique, qu'on va être capable d'identifier toutes les mutations dans le gène RBN1 chez les patients de Marfan. J'espère, je prédis qu'on va avoir identifié des gènes modificateurs pour l'aorte. Julie va nous donner un modèle pour prédire le risque de dissection. Et on va avoir créé des médicaments spécifiques pour traiter des formes spécifiques des anévrismes aortiques inclusifs de Marfan. Donc, je pense qu'on a beaucoup appris. On est capable de détecter les mutations de fibrilline. On les trouve dans le Marfan, mais aussi des maladies apparentées. Mais je crois qu'on a aussi appris des surprises. Il y a des mutations dans des domaines spécifiques qui donnent des phénotypes qui sont complètement opposés au Marfan, qui ont une statut très, très petit, qui ont des joints qui ne sont pas hyperlaxes. Et donc, on essaie de comprendre ça mieux.
On sait que l'atteinte oculaire n'est pas présente chez tous les patients de Marfan, c'est à peu près 60%, mais on ne comprend pas très bien pourquoi un patient a une luxation du cristallin et un autre ne l'a pas. Et c'est le même pour l'atteinte vasculaire, et c'est vraiment sûr aussi pour l'atteinte cardiovasculaire. Si on compare des familles avec la même mutation, on voit qu'il y a une variabilité immense, par exemple dans la sévérité de l'atteinte aorte, et c'est même plus grave ou plus difficile à comprendre que même dans une famille, il y a une variabilité immense. Et on connaît toutes les familles où il y a des gens qui, avec le Marfan qui n'ont presque rien, qui ont une maladie aortique absente, ou des gens qui ont des dissections à l'âge très jeune. Et donc, je pense qu'une des questions principales est qu'est-ce qui peut nous aider à expliquer cette variabilité entre les familles et dans une famille. Et on a déjà fait des papiers pour essayer d'expliquer ça. Et une des possibilités, c'est que peut-être le type de la mutation peut prédire un petit peu la sévérité cardiovasculaire ou la réponse sur le traitement. Et donc, une classification qui est utilisée beaucoup, c'est une distinction entre les mutations, ce qu'on appelle haploinsuffisantes, et ça veut dire que dans ces patients-là, ils ne font que 50% de la quantité de fibrilline. Et un autre groupe qui s'appelle dominant négatif, et ça veut dire que la mutation fait une protéine qui est stable mais qui est anormale. Et peut-être que faire la distinction entre les deux peut prédire quels patients ont une luxation du cristallin ou ont une maladie aortique plus sévère. Donc nous, on a eu la chance de participer du côté génétique dans le grand Marfan Clinical Trial. Donc dans cette étude-là, on a inclus plus que 600 patients avec le Marfan et on est très heureux qu'on a eu l'ADN de presque 50% de ces patients-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé les mutations dominantes négatives qui sont ici indiquées en rouge avec les patients qui ont une mutation prédite haploinsuffisante. Et la seule chose qu'on peut conclure, c'est à la base du dia, c'est que si on a une mutation qui est dominante négative, que c'est plus probable, 2 fois ou même 3 fois plus fréquent que vous avez une luxation du cristallin. Pour toutes les autres caractéristiques squelettales, c'est pas clair. Il y a des tendances, mais rien qui est statistique significatif. Et quoi pour le système vasculaire? On a étudié l'effet de la mutation haploinsuffisante ou dominante négative dans les deux traitements qui ont été utilisés dans cette étude, et on ne trouve pas de différence. Donc la mutation ne prédit pas l'évolution de l'aorte, mais aussi ne prédit pas la réponse de traitement. Donc il y a encore beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on va trouver des facteurs qui font qu'on peut faire une meilleure prédiction? Et comme déjà évoqué par Romain, on pense que ce sont peut-être des facteurs génétiques. On ne peut jamais oublier qu'on a le fibrilline 1, mais on a encore 20 000 autres gènes qui peuvent influencer l'expression de cette mutation. Et donc, sous l'inspiration et l'enthousiasme énorme de Romain et Ludovine, et sous le support de la Fondation, on va essayer d'appliquer la technologie génomique pour essayer de trouver cette réponse. Donc, comme déjà dit, ce matin, on a eu des réunions, mais c'était déjà la 4e. Donc, on a déjà commencé. Quelle est la meilleure façon de faire ça? Est-ce que, si on pense qu'on a trouvé cette façon, est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qu'on a besoin pour découvrir finalement
les facteurs modificateurs. Donc, on a discuté beaucoup, on a discuté plusieurs moyens d'essayer une méthode pour identifier les facteurs génomiques modificateurs avec les collègues de Gand et de Paris. Et ce qu'on a trouvé, notre premier choix, c'est d'essayer d'identifier une mutation fibrilline spécifique qui est assez récurrente. Ça veut dire qu'il y a plusieurs patients qui ont cette mutation spécifique, mais qui présente aussi une variabilité de la sévérité cardiovasculaire. Et donc, ça c'est l'étude de GEMS. Donc, on va essayer de trouver les facteurs génétiques qui expliquent la variabilité dans l'atteinte cardiovasculaire. Et Romain a déjà démontré ce tableau. Donc, on a regardé dans la littérature, dans les bases de données, pour trouver des mutations qui sont récurrentes. Et on a choisi spécifiquement la dernière mutation qui est présente chez à peu près 1% des patients avec le Marfan. Et c'est un groupe qui aussi présente avec une variabilité. À ce moment-ci, on a déjà identifié plus que 200 personnes qui ont cette mutation spécifique. Et ce qui est important, c'est qu'on sait qu'il y a la variabilité aussi. Il y a des preuves pour ça. Une des preuves, c'est que dans des bases de données des personnes de contrôle, donc ça s'appelle GNOMAT, on trouve la mutation. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui portent la mutation sans qu'ils aient des symptômes de la maladie de Marfan. Donc, ce qui démontre qu'il y a une variabilité énorme. Et on a aussi déjà fait une analyse phénotypique, donc on a regardé les caractéristiques et on a donc les deux extrêmes. Il y a des patients qui portent cette mutation qui ne sont pas atteintes. Il y a des patients qui ont une dissection ou une dilatation de l'aorte à l'âge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va composer la cohorte et alors on va appliquer des techniques de séquençage, mais aussi on va essayer de créer des cellules de ces patients. Il y a des méthodes qui peuvent, partant du sang de ces patients, créer des cellules de souche et alors transformer ces cellules dans des cellules qui sont importantes de l'aorte. Et par analyser les protéines qui sont produites par ces cellules, on essaie de trouver les modificateurs. Donc, je veux conclure que trouver un traitement, ça avance lentement avec des petits pas, mais je pense, j'espère qu'avec les génomiques, qu'on peut trouver ces traitements plus faciles. Et je pense que c'est important de célébrer la contribution de l'association et de la fondation pour obtenir ces résultats. Et je veux bien remercier aussi mon nom personnel, Madame Justine, pour tous les efforts qu'elle a fait et la deuxième en général. Merci beaucoup.